Alors, une entreprise a fait l'acquisition d'un matériel qui, d'après les services compétents, doit subir des entretiens périodiques importants tous les 6 ans. Le coût de ces entretiens est estimé en valeur à 6 millions. Alors, au terme de la 6e année, donc il y a deux cas de figure qui ont été faits. Le premier cas de figure où, bon, les coûts des entretiens s'étaient estimés probables 6 millions, et au terme de la 6e année, c'est-à-dire la 7e année, c'était pour 6 millions. Donc là, la différence de valeur était de 0. Et puis il y a eu un second cas où, bon, c'était estimé 6 millions, mais au terme de la 6e année, bon, la facture était de 7 millions. Là, à ce moment-là, vous aurez compris qu'on avait les écritures du cas numéro 2, voilà, c'était ceci. Cas numéro 2, on avait voilà, service et biens divers 7 millions, voilà, provision pour risques et charges, dotation, utilisation et reprise, moins 6 millions. Alors, je vais faire le dernier cas de figure. Là, je vais mettre un montant moindre, c'est-à-dire que je vais mettre un montant de, par exemple, en dessous de 6 millions, je vais mettre 4 millions. Voilà, je travaille avec 4 millions. Alors, si vous avez compris les 4 cas numéro 1, 2, le 3 va être très facile. Voilà. Donc, chaque année, vous devez écrire provision pour grosse réparation, donc 1 million pour la première année. Voilà. Et puis, en fin d'année, vous passez aux dotations, aux provisions pour grosses réparations et grands entretiens. En fin d'année, vous devez aller chercher le compte de charge ici, pour l'imputer, bien sûr, au compte de résultat. La deuxième année, toujours le compte 162, vous aurez 1 million, ce qui fait 2 millions. Hein, parce que, normalement, vous devez l'écrire comme ça. Et on sait le voir, première année, c'est 1 million, deuxième année 2 millions, troisième année 3 millions, et ainsi de suite. Mais ici, moi, je l'ai fait dans un cadre voilà, de compréhension, pour bien faire comprendre comment ça se passe. Donc, si troisième année, vous écrirez 162, 1 million, mais il y a déjà 2 millions derrière, parce que ce qui fait 3 millions au total. En troisième année, on arrivera ici. On est arrivé ici, l'écriture, c'est l'écriture de la troisième année, elle est là. 3 millions. Voilà. Et ainsi de suite, vous continuez comme ça pendant la troisième, quatrième et cinquième année. Et chaque année, bien sûr, de la fin de l'année, vous écrivez la dotation au PGRGE et vous l'imputez au, bien sûr, chaque année, là, ça c'est l'écriture de fin d'année en bleu, euh, vous l'écrivez dans le compte de résultat. Voilà. Alors maintenant, vient la réparation. Là, à ce moment-là, donc tout ça, c'est le calcul, on va dire, des amortissements des provisions. On amortit les provisions. Alors, la facture, cette fois-ci, elle est de 4 millions. Euh, voilà, service et biens divers, 4 millions. Alors, je mets une TVA de 6%, hein, ce qui fait 240 000. Et on doit au fournisseur 4 240 000 et on finira par le payer par banque. Voilà. Donc, ici, la TVA, c'est réglé avec voilà, le service des TVA. Donc, ici, c'est ça qui va importer ce qui importe, c'est le 4 millions ici, et pas le 4 240 000. Voilà. Et là, on utilise la provision. Alors, comment ça va se passer pour la provision? Alors, l'écriture de fin d'année, de la 7e année, elle est là. En fin d'année, je vais faire l'écriture voilà, de ceci. Alors, maintenant, le problème, c'est que euh, on a, normalement, auparavant, il y avait deux comptes. Il y avait utilisation, qui était le 63 610, et reprise, qui était le 6361. Mais maintenant, voilà, ils utilisent le compte utilisation et reprise en même temps. Utilisation et reprise en même temps. Voilà. Donc ici, on a 162, 6 millions. Ça, c'est l'amortissement annuel voilà, qui a été fait au-dessus. Hein. Voilà, c'est tous les amortissements ici. Ou si vous voulez, c'est les amortissements ici. Voilà, première année, on aura 2 millions. Troisième année, on aura 3 millions. Quatrième année, 4 millions, etc. Voilà. Donc, et là, on va le solder. On va solder ce compte. En septième année, voilà, on le solde ici, on a un solde nul. Donc, on avait ceci au bout de la 6e année. Et puis, on le solde quand il faut utiliser la provision. La 7e année. Voilà, je le solde, 6 millions. Mais simplement, là, il y a juste une écriture au niveau de l'outil. On aura 4 millions. Alors, il y en a un, c'est 4 millions.
Voilà. Et la différence entre 4 millions et 6 millions, c'est 6 millions moins, on va dire, 4 millions. Voilà. Alors ici, je les scinde. Je les scinde en deux. Mais normalement, on avait deux comptes auparavant. Hein. On avait le compte, voilà, 6361 qui était la reprise. Et le 6000. D'ailleurs, je vais bien aller voir dans mon PCMN de 2002. Alors, sachez que le PCMN ici, il est de 2005 que j'utilise. Celui-là, c'est un PCMN de... Oui, lui, il reprend utilisation et reprise. Vous voyez, dotation, c'est 6300. Il reprend les deux, utilisation et reprise. Voilà, pour provision, voilà. C'est le compte 636, provision pour grosses réparations et gros entretiens. Alors, le 6360, cette dotation, je l'ai utilisé. Et alors, 6361, utilisation et reprise avec un moins. Il faut les mettre avec des moins. Je mettrai après avec des moins. Voilà, donc utilisation et reprise. Alors, bien sûr, c'est celui-là de 2005. Moi, j'ai le 2002. Et je vais regarder qu'est-ce qu'il disait en 2002. Petit instant, je cherche. Voilà. Donc c'est dans le 63 amortissement. Voilà, s'il faut aller dans amortissement, voilà, réduction, voilà, il faut aller dans le compte 63 bien sûr, parce que ce sont des ça se calcule, ce sont des calculs d'amortissement. Voilà, 63, alors. Réduction. Provision pour, voilà, 630, voilà, c'est ça. Non, ici, je l'ai aussi en utilisation et reprise. Voilà. Mais il fut un temps où on avait le... Bien avant 2002, dans le PCMN de 2002, bien avant ça, je ne sais pas en quelle année, non, en fait, on savait qu'on retrouvait, je veux dire, un compte utilisation en aparté, 6300... 63 610 c'était l'utilisation et 6361 c'était la reprise. Mais maintenant tout était repris en même temps. Donc, mais c'est pour ça que je vais les scinder en deux. Ici je veux dire que c'est le 4 millions c'est l'utilisation de la provision. Et là je vais mettre le montant de la reprise. 4 millions, 2 millions. Alors maintenant, tout va se passer donc en fin d'année de la 7e année. Je vais l'écrire dans le compte de résultats. Bon, je vais ici dans le compte de résultats. Voilà. Alors, c'est le 4, bien sûr, numéro 3. Je vais faire le 4 numéro 3. Voilà. Le montant théorique, il est plus grand que le montant réel à payer. Voilà. Alors, bien sûr, le montant réel, il est de 4 millions. Voilà, on a mal calculé les amortissements. Mais voilà, tant pis. Voilà, 4 millions. Alors, si je fais le montant théorique moins le montant réel, il sera positif, mais le montant réel moins le montant théorique, il est négatif. Voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura un montant négatif. On aura un montant négatif. Bon, bien sûr, c'est pas ce montant-là. Alors, service et biens divers, ben, c'est 4 millions. Hein. C'est le montant réel.
ici je vais indiquer le montant réel. Voilà. Alors, et là, je vais les séparer en deux. Alors bien sûr, attention qu'il y a un moins. Il y a un moins. Il y a un moins. Je vais mettre l'utilisation et la reprise. Utilisation, c'est moins 4 millions. La reprise, ouais, ça veut dire que bon, on n'a pas tout consommé hein, dans la provision, c'est ça que ça veut dire. Il y a une reprise de provision. Alors, moins 2 millions. Ça, c'est parce que l'amortissement a été mal calculé. Mais enfin, donc on sait reprendre là-dessus. Le but, c'est pas de mal calculer. L'idéal, c'est d'avoir zéro. Hein. Ben, c'est pas toujours le cas. On ne sait pas. J'ai expliqué dans les deux autres vidéos qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va avoir comme entretien et réparation. Mais l'idéal, c'est d'avoir, je veux dire, un bon calcul d'amortissement par rapport, je veux dire, au montant réel. Bon, maintenant, ici, il y a une reprise parce qu'on a mal calculé les amortissements. Et donc, on paiera moins cher là, le service est bien divers, le service qui est rendu, on paiera moins cher par rapport à ce qui est amorti. On a amorti 6 millions, ouais, ça veut dire qu'on peut reprendre 2 millions. Ouais, d'un côté, c'est bien, mais c'est pas bien parce que vous avez mal calculé l'amortissement. L'idéal, c'est d'avoir un bon calcul d'amortissement dès le départ et de chiffrer des bons montants. C'est vrai qu'ici, il y a une reprise, mais je veux dire, maintenant, ça peut venir d'autre chose, la reprise. Hein. Voilà. Le fait de payer service et bien divers 4 millions, c'est parce que peut-être qu'on a estimé que l'entretien, bon, je veux dire, il y avait encore des pièces qui pouvaient rester encore en utilisation, on ne va pas les remplacer, parce que normalement, on connaît plus ou moins, en gros, comment ça va coûter un entretien, on peut, plus ou moins, par estimation de plusieurs entretiens qui ont été faits auparavant, ou en demandant chez le fabricant combien peut calculer, combien d'avoir un devis chez le fabricant, combien pourrait être estimé voilà, des entretiens d'une machine. Et donc là, on pourrait avoir un montant, et donc le montant théorique serait celui donné par un devis fourni voilà, en spécimen par un fabricant, voilà, ou tout simplement par une statistique qui nous montre voilà, qu'au bout d'autant d'entretiens, ben, en moyenne, on paye combien en entretien. Mais maintenant, ici, peut-être que cet entretien, c'est spécifique. Ben, on s'est rendu compte que bon, l'entretien était un petit peu particulier. Voilà. Donc, on a une reprise de 2 millions. 2 millions. Et donc, si je fais ici le total, 4 millions. Alors, je rappelle qu'ici, la somme, c'est moins 6 millions. Hein. L'utilisation plus la reprise, ça fait moins 6 millions. Hein. Qui est bien sûr le montant, ici le montant théorique simplement, je l'ai subdivisé en utilisation et reprise. Voilà. Et donc là, si vous faites 6 millions, 4 millions moins 6 millions, voilà, le montant réel il vaut 4 millions. Je vais plutôt le mettre là-bas. Si je fais le montant réel, 4 millions moins 6 millions, c'est moins 2 millions. Et donc ce montant-là, ben, il doit être négatif. Il doit être négatif. Et je vais l'indiquer ici, moins 2 millions. Pour qu'on sache, pour pas retomber sur le cas numéro 2. Parce que le cas numéro 2, c'est autre chose. C'est quand le montant théorique est supérieur au montant, est inférieur au montant réel. À ce moment-là, on a un montant positif en coût des ventes. Mais ici, le coût des ventes est négatif parce que on a le montant théorique qui est supérieur au montant. On a une reprise de provision. On le voit tout de suite qu'on a une reprise de provision. Donc c'est moins 2 millions. Voilà,
bien mettre votre moins pour indiquer que vous avez une reprise de provision là, hein. Attention au moins. J'ai mis un moins. Alors les moins, je vais les mettre avec une couleur bleue, hein, pour bien les apercevoir. On a un moins ici. Voilà, moins 2 millions. On a un moins ici. Voilà, et on a... Bon, c'est un peu trop gros ça. Petit instant. On a un moins ici. On a un moins ici et un moins là. Voilà. Et donc, en voyant donc ce fameux moins qui est là-bas, il y a un moins là, ben on sait bien qu'on a une reprise de provision, hein. On a une reprise de provision. On le voit tout de suite, hein. Bon, quand il n'y a que ça, bien sûr, hein, parce que service CBA d'hiver, il y a d'autres services CBA d'hiver qui viennent s'ajouter au B. Mais je veux dire, bon, quand il n'y a que ça, on le voit, mais il n'y a généralement pas que ça. Ici, c'est un cas d'école, hein. On n'a que le service CBA d'hiver qui correspond à un entretien, mais le service CBA d'hiver, on a beaucoup de rubriques qui viennent s'ajouter ici. Ici, c'est le service CBA d'hiver 61 avec tous des autres comptes. Moi, j'ai pris un cas de figure d'un exemple qui est là. Donc, c'est normal qu'on n'a que ça. Voilà, j'ai que ça, j'ai qu'un entretien, donc je parle pour un entretien, comment ça va. Mais c'est vrai que le service CBA d'hiver, il sera mélangé à d'autres choses, hein. Donc, si vous avez voilà, des autres services CBA d'hiver, on n'aura pas 4 millions, on aura autre chose, comme montant. Mais, utilisation, moins 4 millions et reprise moins 2 millions, peut-être qu'il y a deux autres provisions pour risque et charge. Encore là, on demande d'aller voir s'il y a plusieurs provisions pour risque et charge. Il faut des documents bien, je veux dire, bien scindés, bien documentés, bien fournis, avec une clarté des dates. Je veux dire, la provision ça correspond à quoi cette provision-là. Donc il y a des documents afférents à ça. Vous pouvez avoir des justificatifs, vous pouvez avoir voilà, des documents afférents, des calculs d'amortissement sur une feuille à part. Mais le tout, c'est bien mettre à quoi correspond l'amortissement, c'est l'utilisation de quel entretien, etc., etc. On peut avoir des feuilles à part, bon, parce que pour bien indiquer qui est quoi et aller chercher ce qu'il faut. Parce que le but, dans les chiffres, bon, on peut avoir une société qui manipule très peu de chiffres, mais on peut avoir des sociétés qui manipulent voilà, des chiffres voilà, à s'y perdre, hein, à s'y perdre. Voilà, il y a des gens qui sont plongés dans les chiffres, bon, ils pataugent dans la semoule avec tous les chiffres qui viennent. Et le but, c'est pas de faire des erreurs, parce que la comptabilité, il ne faut pas faire d'erreurs, parce qu'à ce moment-là, je veux dire, on peut perdre de l'argent en faisant des erreurs d'écriture comptable, hein. Si vous oubliez une facture, de facturer quelqu'un, je veux dire, il ne vous payera pas. Il ne vous payera pas, c'est de l'argent perdu. Toute facture oubliée, je veux dire, c'est de l'argent perdu. Vous avez perdu, par exemple un document qui concerne un client. Il vous doit de l'argent. Bon, ce papier, il a été perdu. Il a été perdu. Mais après, comme il était perdu, vous vous en souciez plus parce qu'il est perdu. Justement, vous ne savez pas que vous avez mis aux oubliettes un document qui est perdu, on ne sait pas qu'il est perdu. Bon, à moins que vous remémorez certaines choses, vous dites, ah oui, je me rappelle que j'avais vendu ça à un client, il ne m'a pas encore payé. Voilà, ça vient d'esprit. Ça vient d'esprit. Bon, maintenant, vous pouvez voir à l'ordinateur aussi, si on peut faire une recherche par ordinateur. Mais c'est surtout que, je veux dire, certains, quand ils pataugent dans beaucoup de chiffres, bon, c'est pas forcément le patron qui est dans les chiffres, c'est peut-être des employés. Alors là, ils ont peut-être perdu le papier d'un client et ils ont oublié ce client-là, ils l'ont oublié. Donc en fait, ils n'ont plus qu'une référence de ce client parce qu'ils l'ont oublié. Et donc s'ils l'ont oublié, c'est ce que ça veut dire. Bon, ils ne savent pas que ce document existe et il était perdu. Donc les clients, s'ils ne vous payent pas, par malheur, ils ne vous repayeraient pas, vous ne vous rendrez pas compte que le client n'a pas payé. Vous ne vous rendez pas compte. Et ça, si ça arrive une fois, deux fois, vous perdez tous des papiers à droite, à gauche, et que je veux dire, vous oubliez que des clients vous ont payé, vous ont pas payé, mais ça peut être une source, je veux dire, de non-rentrée pour l'entreprise. Alors si les gens, bon, ils se soucient pas trop parce que c'est pas leur entreprise, bon, eux ils travaillent, ils font leur travail, etc. Mais parfois ils font des dégâts. Ils
font des dégâts. Alors quand on fait, voilà, là-bas il manque 1000 euros, là-bas il manque 2000 euros, là-bas il manque 4000 euros, là-bas on a une perte de 5000 euros. Bon, c'est une mauvaise gestion, ce qu'on appelle une mauvaise gestion, moi, ça, hein. C'est ce qu'on appelle une mauvaise gestion. Il faut être à l'affût des erreurs, euh, à l'affût des erreurs. Il ne faut pas que les erreurs arrivent. Parce que là, une erreur, ça, une valeur comptable, en cas d'erreur, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous payera pas. Quelqu'un voilà, on vous demande, par exemple, on vous demande un surplus. On vous demande un surplus. Vous avez une facture, on vous demande, ben, la facture, elle est de 10 000. Voilà, on vous demande 10 000. Vous vérifiez pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous rangez la facture. Vous payez 10 000. En fait, vous aurez pu contester la facture. Parce que vous dites, ouais, 10 000, bah, ça vaut pas 10 000, ça vaut que 5 000. Après, le gars, il va peut-être se téléphoner, il va se dire, ouais, mais c'est vrai, on s'est trompé, on s'excuse, on va faire ouais, une rectification de la facture. Voilà, mais le problème, je veux dire, si vous n'avez pas vérifié, ben, vous aurez perdu de l'argent. C'est comme quelqu'un qui va chercher des commissions au magasin, ben, il sort avec le ticket, il jette le ticket. Mais peut-être que la personne du magasin s'est trompée. Elle a compté peut-être 3 boîtes à la place d'une boîte. Elle a compté 3 boîtes. Donc, c'est une erreur en votre défaveur. Et vous ne l'avez pas remarqué parce que vous avez jeté le ticket. Mais maintenant, si ça se passe à grande échelle avec 10 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là, parce que je vous dis, les chiffres dans les entreprises, certains sont noyés avec les chiffres, hein. Certains sont noyés avec les chiffres. Il faut payer les rémunérations. Voilà, c'est combien de personnes il faut payer? S'il y a 2 personnes, c'est pas grave. 3 personnes, c'est pas grave. S'il y a 15 personnes, c'est déjà plus lourd que 2 personnes. S'il y a 30 personnes, c'est plus lourd que 15 personnes. S'il y a 150 personnes, c'est beaucoup plus lourd que 30 personnes. Donc là, la gestion des rémunérations doit se faire, je veux dire, de manière consciencieuse, hein. Consciencieuse, parce qu'il ne faut pas se tromper. Si à chaque fois qu'il y en a un, que tous les mois il vient et dit ouais, moi j'ai pas été payé, j'ai pas été payé, je veux dire, parce que vous n'avez pas fait votre travail au niveau de l'administration, vous n'avez pas délégué, fait ce qu'il fallait, mais ça pose problème. Ça pose problème. Bon, donc je veux dire, tout ce qui est écriture, il faut le faire avec de clarté. Il faut de la clarté dans les écritures. Il faut de la clarté. Écrire, on, mettre des cachets quand c'est payé. Le client, quand il a payé, vous mettez un cachet. Voilà, quitte à mettre un cachet et un paraphe, comme ça vous êtes sûr et certain. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne comme ça. Et alors, il faut être à l'affût de tout. Donc dans une société, c'est un microcosme, c'est une micro-vie. Micro-vie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. On peut pas avoir le contrôle de tout, sur la société, elle est grande. On peut pas avoir le contrôle de tout. Et c'est pour ça qu'on délègue des managers, parce que chacun a sa place. Quand on a une échelle pyramidale, on met des chefs, des managers, etc. On met des chefs, voilà, une structure avec des chefs et des managers. Et c'est à eux à faire tout ce travail-là. Je veux dire que tout le monde soit performant, tout le monde soit compétent, tout le monde soit, je veux dire, fasse le moins d'erreurs possible. J'ai bien dit le moins d'erreurs possible. Et alors, l'idéal, c'est d'avoir voilà, tolérance zéro, zéro erreur, hein, voilà, ce serait l'idéal. Bon, maintenant, on ne le fait pas, on le fait de manière démocratique, hein, on ne met pas des coups de pied au derrière, en disant, écoute, si tu fais encore une erreur, t'es dehors. Non, on ne fait pas ça comme ça. On essaie d'initier les personnes de manière psychopédagogique, psychologique, de calme. De manière calme, en faisant une première réflexion, une seconde, une troisième. Maintenant, si ça arrive souvent, bon, là, à ce moment-là, la personne, elle est défaillante au niveau de la place. Soit on le change de place dans l'entreprise, ou si elle est encore défaillante ailleurs, ben, je veux dire, elle n'a pas la place dans l'entreprise, hein. Bon, l'entreprise, elle cherche aussi des gens compétents qui ramènent un plus, pas qui lui fait perdre. Parce que un ouvrier aussi ou un employé, si elle fait perdre de l'argent à l'entreprise, bon, c'est une raison valable de la mettre dehors. On va pas placer quelqu'un qui fait perdre de l'argent à l'entreprise. Le but premier de l'entreprise, c'est de rapporter de l'argent. Si elle perd de l'argent, je veux dire, c'est un problème. C'est un problème pour l'entreprise. Ouais. Donc ici, qu'est-ce que la personne est amenée à amener dans l'entreprise pour ramener de l'argent? Si elle fait son travail, on lui dit, écoute, ton travail, c'est quoi? C'est de faire voilà, des voyages chez un fournisseur, tu vas chercher la marchandise. Ben, elle est dédiée à ça, bon, elle fait son travail. Maintenant, si elle doit laisser 5 fournisseurs par jour, ben, elle en fait 3, on va se poser des questions. Ouais, il va dire, ouais, ben, c'est ça. Il va redonner ses raisons. Ouais, bon, il y a la circulation, il y avait un accident par-ci, un accident par-là, voilà, bon, après, et ainsi de suite. Bon, il va donner ces raisons-là, bah, il aura, voilà, il pourra avoir une certaine défense. Mais maintenant, certaines choses sont défendables, d'autres ne le sont pas. Dans toute entreprise, le personnel est peut-être défendu, comme il y a des choses, c'est indéfendable. Alors, quand c'est indéfendable, on ne va pas à l'encontre de, je veux dire, des remarques
de l'entreprise. Hein. Je veux dire, quand on sait qu'on est en tort, il ne faut pas essayer de transformer un tort en raison. Maintenant, on sait très bien qu'il y a beaucoup de patrons qui, bon, eux, leur place, c'est de se dire que moi, je suis à ma place, et je veux dire ce que je veux, et on est dans un diktat. À ce moment-là, bon, même si vous avez tort, même si vous avez raison, vous avez tort, pour certains patrons. Mais là, c'est vrai que c'est le patron qui doit revoir son point de vue psychopédagogique au sein de l'entreprise. Parce que ben, quand quelqu'un a tort, il a tort. Quand quelqu'un a raison, il a raison. Il faut lui dire, c'est très bien, quand à un certain niveau, et quand c'est mal, il faut lui dire. Mais quand quelqu'un a tort, et bon, quand quelqu'un a raison, il ne faut pas lui dire qu'il a tort. Parce que vous êtes patron et que vous êtes à un niveau plus haut et que vous vous imposez votre diktat et que vous lui dites, bon, il a tort. Maintenant, quand il a raison, il a raison. Quand il a tort, il a tort. Quand un patron se trompe, il a le droit de se dire, bon, je me suis trompé, je m'excuse, je ramène dans le bureau, je m'excuse pour ce que j'ai t'aidé parce que ça va pas. Voilà, je t'ai dit ça, je t'ai mis tous les tours alors que c'était pas vrai. Voilà. Donc un patron, il doit avoir un niveau de voilà de psychopédagogique. C'est pas que c'est lui qui a toujours, c'est lui le roi. Il se permet tout ce qu'il veut. Et je veux dire, les autres sont voilà humiliés. Ça se passe pas comme ça normalement hein, dans une entreprise, parce que une entreprise, ça doit être quelque chose où tout le monde se sent bien et tout le monde travaille correctement parce que les gens se sentent bien. Parce que s'ils ne se sentent pas bien, le travail va être fait un petit peu voilà, à décadence. Tout sera décadent. Les gens, ils auront pas envie il y aura des dépressions, des gens qui seront malades, mis à la mutuelle, etc. Il y en a qui vont vous dire qu'il a mal au dos alors qu'il n'a pas mal au dos. L'autre, il va dire qu'il a mal à l'articulation alors que c'est pas vrai. L'autre, il va vous prétendre certaines choses alors que bon, il n'a pas envie d'aller travailler. Voilà, des choses comme ça. Il y en a, il n'a pas envie d'aller travailler au matin, il se réveille en retard, tellement que, bon, je veux dire, voilà, et ce qui va se passer, il y a une démoralisation, voilà, des personnes qui font que la rentabilité va jouer là-dessus. Hein. Parce que plus les gens sont démoralisés, plus il y aura des risques d'erreur. Hein. Le risque d'erreur, il survient quand les gens sont un petit peu démoralisés. Vous les écrasez, vous les humiliez, etc. Bon, à un moment donné, ils ont plus l'aspect de travailler, mais l'aspect, je veux dire, de simplement se mettre en sécurité par rapport aux humiliations qu'ils subissent au quotidien. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais, je veux dire, il faut éviter tout ça dans une entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut des bons leaders, des bons managers qui rendent les choses positives, voilà, qui positivent, plutôt qui vont négativer la chose et qui vont, voilà, ramener plus, je veux dire, remuer, je veux dire, plus, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, du bourbier, ils vont remuer du bourbier plutôt qu'ils vont ramener des choses. Alors si tout est positif, ça va ramener du positif. Dans une entreprise, si tout le monde est bien, ça va ramener du bien pour l'entreprise. Tout le monde va bien travailler, je veux dire, les clients seront bien accueillis, ils vont sentir qu'ils sont bien accueillis ici par du personnel qui sont joyeux, qui sont voilà, accueillants, etc. etc. Contrairement du personnel qui déjà entrée de jeu, c'est-à-dire au niveau service clientèle, tire la face. Ils tirent la face. Ils ne sont pas contents. Et voilà, parce qu'ils ne sont pas contents de leur situation dans l'entreprise. Et ils tirent la face. Et donc le client, il va voir ça. Il va se dire, ouais, le client, il ne doit pas voir les problèmes de l'entreprise. Hein. Ça, c'est les problèmes internes de l'entreprise. Le client, lui, il vient de l'extérieur. Il s'en fout des problèmes de l'entreprise. Donc lui, quand il vient dans l'entreprise, il vient pour rechercher de la marchandise, pour acheter de la marchandise, je veux dire, pour payer, pour avoir un service. Bon, il vient pas pour voir la tête des gens qui sont morbides, parce que je veux dire, dans l'entreprise, ça se passe mal en interne. Même si ça se passe mal, les gens, ceux qui sont à l'accueil doivent toujours dire être accueillants, honnêtes, serviables, souriants, etc. C'est la force de vente, c'est ça. C'est d'abord, avant tout, une psychologie de vente avant toute chose. Avant toute chose, c'est une psychologie de vente quand on est à la vente. Donc, il ne faut pas te tirer, voilà, comme on dit, tirer la tronche. Et puis après, bon, les clients, ben, je veux dire, perçoivent ce qui se passe et ils pensent que, bon, ils sont contre les clients. Non, ils ne sont pas contre les clients, c'est juste que les personnes sont, je veux dire, en intérieur, mal à l'aise. Ils ont des mal-être à l'intérieur à cause que dans la société, ça ne se passe pas correctement au sein, vous savez, des groupes, des services, au sein, voilà, de la place même de certaines personnes dans certains départements, etc., etc. Je vous remercie.